Merci Sandrine. Alors, est-ce que vous avez une question pour l'un ou l'autre de nos intervenants? Oui. Bonjour, Patrick Erard, Institut Mines Télécom. Donc un petit éclairage pour Didier qui nous a fait une présentation très intéressante. Je le remercie d'ailleurs de nous avoir rappelé que effectivement Numergy appartient à plus de 20% au fonds de pension américain Carlyle et à un opérateur anglais pour plus de 12%. Sur le cloud, un petit éclairage d'un technicien, excusez-moi. Il y a 3 considérations à avoir sur le cloud. Une sur le transport, il faut que le transport soit sécurisé. Une sur le stockage, il faut qu'effectivement les moyens de stockage soient sécurisés. Et une sur tout ce qui est applicatif. Et c'est vrai qu'on a changé de paradigme depuis 3 ans, où on nous vend des ordinateurs où il n'y a plus de disque dur, où on nous vend des solutions logicielles qui sont forcément en ligne sur des solutions états-uniennes, comme tu l'as très bien dit. Et aujourd'hui, il faut faire attention aussi à la redondance, puisque qui dit cloud dit redondance des données sur plusieurs serveurs, qui parfois sont situés dans des pays différents. Alors ma question, elle est simple. Un citoyen français qui aujourd'hui va en Estonie et qui demande une carte d'identité estonienne qui contient toutes ses biodatas qu'il va donner à toutes les administrations estoniennes, rentre-t-il sous le coup de la loi française? Alors, c'est effectivement un des paradoxes. Là, on est en train de parler de protection des données, effectivement, avec l'idée qu'il faut que les citoyens soient protégés contre des administrations ou des tiers qui enverraient leurs données à l'étranger, etc., etc. Le problème, c'est que la plupart du temps, les informations sont données par les gens eux-mêmes à l'étranger. Ils les exportent eux-mêmes. Et donc l'interdiction d'exporter des données personnelles à l'étranger, en fait, elle est violée tous les jours par des gens qui sont, comme on l'a dit, abonnés à des systèmes. Quand ils courent, ils ont Runkeeper qui fait qu'on enregistre les trajets qu'ils font, les battements de leur cœur, etc. Et tout ça est posté, enfin est envoyé on ne sait pas trop où. Ces données tous les jours, j'utilise Gmail, donc je suis en infraction très probablement avec la loi française. J'ai dans mon téléphone une application santé. Quand je l'ai ouverte, j'étais quand même un peu surpris parce qu'on me demande dans cette application santé de donner tout un tas d'éléments sur est-ce que je suis grand, est-ce que je suis petit, qu'est-ce que je mange le midi, etc. etc. Donc on s'inquiète des données personnelles qui pourraient être diffusées à travers l'open data, alors qu'en fait les gens les ont déjà exportées depuis très longtemps. Ils sont chez Google, ils sont chez Amazon, ils sont chez Apple, etc. Alors si on doit mettre en prison, encore une fois, ou si on doit sanctionner tous les Français qui exportent eux-mêmes des données vers l'étranger, là, il n'y a pas que les élus qui sont concernés. Je pense qu'on va à peu près tous être sanctionnés parce qu'on ne respecte pas les règles relatives à l'exportation des données personnelles vers l'extérieur. Et c'est le problème. C'est le problème, c'est que bien sûr qu'il faut faire attention aux données que les administrations vont publier, etc. Mais il ne faut pas oublier que là encore, les fuites ne vont pas venir des administrations ou des collectivités locales, parce qu'elles font attention, parce que comme l'a dit Sandrine, il y aura des règles d'anonymisation, etc., etc. Mais la personne qui s'inquiétera de voir que peut-être son nom apparaît dans un fichier d'open data avec quelques données relatives à son adresse, lui-même va envoyer tout ce qu'il concerne pratiquement à des gens qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et il ne saura absolument pas ce que les données deviennent, où elles sont utilisées, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a un paradoxe à voir qu'on focalise beaucoup l'attention sur les acteurs publics, et qu'à côté de ça, je ne sais pas s'il y a eu une campagne de publicité pour dire aux gens, par exemple, attention, quand vous utilisez un smartphone qui envoie plein d'informations à l'étranger, est-ce que vous vous êtes interrogé sur le point de savoir ce qui partait, où ça partait, ce que ça devenait, etc. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu une campagne d'information sur ça. Donc là, il y a un vrai paradoxe, je suis d'accord avec toi. Une autre question. Oui, bonjour, Frédéric Libaud, Sinava IT. Est-ce que c'est pas justement une méconnaissance de la part des Français, de nos concitoyens, des entreprises, du secteur public aussi, des collectivités, qu'il y a des entreprises en France qui travaillent dans le domaine du numérique, qui sont aussi performantes que de l'autre côté de l'Atlantique. 97% de ces entreprises sont des TPE-PME, j'en fais partie. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique de promotion des entreprises françaises dans ce domaine-là ?
Oui, bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Il est clair que nous avons des entreprises compétentes. Le problème, c'est que c'est ni Amazon, ni Google, ni Facebook, ni tous ces gens-là qui sont d'une taille beaucoup plus grande. Et donc, à ce moment-là, ça pose, à mon sens, et je l'ai dit dans la présentation, ça pose la question de savoir quels sont les objectifs que nous poursuivons. Est-ce que nous avons une politique? Est-ce que, en gros, ce type de mesure, qui est un peu anecdotique, mais en même temps, qui est révélateur du fait qu'on ne voit pas très bien à quel objectif ça répond. Est-ce que le but, c'est d'empêcher les collectivités locales de faire trop de numérique? Bon, je ne pense pas que ça soit ça. Est-ce que le but, c'est de favoriser nos entreprises, et notamment nos PME, puisque celles qui sont citées, enfin bon, c'est plus des PME déjà, OVH et Kula, mais est-ce que le but, c'est d'avoir une politique industrielle visant à développer nos compétences dans tel et tel secteur? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une vision très claire au niveau politique de l'objectif qu'on met en avant, l'objectif prioritaire. Est-ce qu'on dit aux entreprises, eh bien, écoutez, vous êtes dans un climat de compétition, dépatouillez-vous toutes seules, faites-vous connaître, après tout, si vous voulez faire de la pub, faites-en. Ou est-ce qu'effectivement on dit c'est peut-être embêtant d'avoir quelques très gros mastodontes américains alors que nous avons effectivement des pépites chez nous qui ne se développent pas au rythme où elles pourraient. Et les données que j'ai, mais peut-être je ne crois pas qu'elles datent beaucoup, c'est que le rythme de développement effectivement des mastodontes, il est plus rapide que le rythme des suivants. Donc ça veut dire que la situation ne s'améliorera pas toute seule. Et là, on rejoint ce que disait Jean Livreau tout à l'heure, qui est parfaitement vrai, c'est qu'il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, il l'a dit, on l'a eu dans les années 50, quand on a développé effectivement toute la dimension télécom à Lannion, que ce n'était pas donné d'emblée qu'à Lannion on installe du télécom. Enfin, ça ne s'est pas fait comme ça. Je pense qu'il y a aussi, dans les années 50 et 60, on l'a encore, mais peut-être que ça a été plus vivace à ce moment-là, une capacité d'action des collectivités locales, des collectivités territoriales, qui, je pense, à travers le CELIB, par exemple, ont exercé vraiment une influence considérable, qui ont aidé, évidemment, au développement de ces politiques. Et donc là, peut-être qu'effectivement, on a une vraie question de politique. Qu'est-ce qu'on veut et comment on s'organise pour y arriver? Une dernière question. Oui, si vous voulez, donc Anne Le Henaf, mairie de Vannes, je voudrais rebondir, là c'est plutôt en tant que témoin, par rapport à ce qui vient de se dire. On a bien conscience qu'on dépend bien sûr des volontés politiques. Nous sommes très peu nombreux aujourd'hui, je parle de la Bretagne, à être, je dirais, engagés, militants sur le sujet numérique. Donc il y a quand même une réalité à prendre en compte. Nous n'acceptons pas, nous, collectivités territoriales, que des choses soient décidées sans qu'on y soit impliqué. Donc si on n'implique pas les collectivités territoriales, et là je parle des élus, ça n'avancera pas aussi vite. Ça, il faut juste comprendre comment on fonctionne dans les collectivités en France. Ensuite, là, plutôt en tant que ville de Vannes, comment je réagis par rapport à ce que je viens d'entendre? Vous disiez, c'est pas anxiogène, ça l'est totalement. Ça l'est totalement. Quand je cumule les interventions des 3 personnalités qui ont pris la parole, je me sens pas très très bien en tant que collectivité. Et je vous parle d'une ville de pratiquement 60 000 habitants, où on a les moyens, où moi je me forme, je me déplace, donc on essaie d'être à la page. L'État nous pousse à la modernisation de l'administration, on veut le faire. On vous accompagne, on est derrière vous. Si tant est que vous nous impliquez, on dit OK. On doit protéger les données et bien stocker nos données. Je dis ça, oui aussi, c'est même une priorité. Si un individu de lui-même donne ses données personnelles aux Américains, c'est son problème. Il ne nous pardonnera pas, nous, collectivités, de les avoir données aux Américains. C'est juste là la différence. Donc moi, en tant qu'élu au numérique, ma priorité, c'est de protéger les données de mes citoyens. Concernant l'open data, je dirais que je ne comprends même pas qu'on nous ait imposé à la fois de réfléchir sur la protection des données, l'archivage des données, la cybersécurité dans nos collectivités, et qu'en même temps, on nous ait demandé d'ouvrir nos données sur le territoire de manière aussi rapide. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Il va falloir faire des choix. Nous, à Vannes, par exemple, on fera le choix de la protection des données, du stockage des données, de l'archivage de nos informations. L'open data, on fera le jeu, mais ce sera clairsemé. C'est-à-dire que il faut que les données qu'on mette à diffusion publique, l'open data, soient quand même travaillées. Il faut qu'on les justifie, on ne les met pas brutes, on les colle généralement à un usage ou à une utilisation, que ce soit utile et surtout d'intérêt général. Voilà ce qui nous guide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas capable d'appliquer l'open data de manière totalement libérée. Donc on va le faire
pour montrer qu'on est de bonne volonté, mais on va prioriser, parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on n'a pas le temps, les moyens, on va prioriser la protection des données de notre administration. Merci à nos 3 intervenants. Nous reprendrons nos travaux notamment cet après-midi en débutant par des cas pratiques à partir de 14h15.